Sur la table dans la pièce sombre repose une feuille roulée qui sent le bois humide, la fumée de lampe et le vinaigre pour l'encre. À côté se trouve un coffret avec des clés, sur le couvercle duquel est écrit à la craie « À qui et quand remettre la toile, à qui donner du grain en guise de loyer, à qui donner une paire de bœufs en gage de la future récolte. » La porte de l'armoire, où sont conservées les lettres, grince doucement. Attachées avec de la ficelle, marquées de cire, elles ressemblent à des os de famille, chacune reliée à l'autre par des lignes de dette, de garantie et de promesses de mariage. Ici, l'intimité n'est pas faite de baisers volés, mais d'une date, d'un cachet et d'une signature d'adulte. Pas une ballade chevaleresque, mais une note soignée dans la marge, qui donne la dot, qui fournit les intérêts, qui répond de son honneur en cas de litige. Ce n'est pas le roman qui fait peur, mais l'arithmétique. Si la rumeur se répand dans la paroisse, les prêts se tariront, et alors ce ne sont pas les sentiments qui s'effondreront, mais le toit de la maison. Bonjour à tous les spectateurs, je suis ravi de vous revoir ici. N'hésitez pas à m'écrire d'où vous regardez, et bonne écoute. La correspondance d'une famille de l'Est de l'Angleterre au XVe siècle montre comment le mot « amour » s'inscrit dans l'économie et le droit. Les lettres des adultes circulent entre les fermes et la ville, entre le curé et l'avocat, entre la mère qui gère l'économie domestique et les parents qui obtiennent des délais de paiement auprès des créanciers. Chaque enveloppe contient non pas une déclaration d'amour, mais une facture. Le mariage est ici un contrat, la dot est enregistrée par des garants, les terres sont transférées à des détenteurs de confiance afin d'échapper à la guerre et aux tribunaux, et l'honneur devient une formule de garantie qui lie les proches à des reçus. Si l'on rassemble tous ces éléments, on voit clairement comment une rumeur facilement propagée peut étrangler toute une lignée. Les commerçants cessent de croire, les avocats exigent un paiement anticipé et les amis de la famille annoncent qu'ils ne peuvent temporairement pas confirmer leur cautionnement, car ils ont leurs propres risques à gérer. Ainsi, l'intimité devient une question de comptabilité. Le lit est discuté comme un droit d'utilisation des biens et la tendresse comme un point dans la liste des obligations des parties. Dans une lettre, une maîtresse de maison adulte décrit comment elle tient la maison pendant que son mari est en ville, à qui elle a donné du lin à la crèche, qui elle a puni avec du pain et de l'eau, quelles clés il lui reste à récupérer chez le domestique, trop impatient d'accéder au coffre. Ce n'est pas une question de morale, mais de comptabilité. Sur une autre page figure la liste des frais judiciaires du mois écoulé. Sur la troisième, un rappel que la somme promise pour la dot du mariage d'un enfant adulte doit être transférée par l'intermédiaire, sinon la transaction sera annulée. Dans une autre liasse de lettres, le risque est évident. La fille adulte est attirée par l'intendant, un homme de confiance, mais issu d'une autre classe sociale. Les rumeurs courent plus vite que les sots, et les créanciers, apprenant que l'union pourrait se conclure sans le consentement des aînés, commencent à se montrer prudents. Pour le marché, c'est un signal. Si la famille ne contrôle pas le processus, cela signifie qu'elle ne tiendra pas ses engagements demain. Ce n'est pas l'amour en tant que sentiment qui fait peur, mais l'amour en tant qu'événement susceptible de modifier la carte des garanties. Dans cette histoire, il n'y a pas de duel à l'aube, mais des bureaux gris où des clercs adultes feuillent des actes. Lorsque la dot n'est pas un ornement, mais le corps même de la maison, on la défend non pas par des chants, mais par des formules. L'accord matrimonial est soumis au tribunal ecclésiastique. On y vérifie si les parties adultes étaient consentantes, s'il y a eu échange de paroles devant témoins, comment cela s'accorde avec les promesses antérieures concernant la terre et la rente. En l'absence de presse à imprimer, le bruissement du parchemin est plus effrayant que la trompette. Une seule inscription change la confiance de toute une paroisse. Le honneur familial dans les lettres se transforme en coefficient économique. Il permet d'obtenir un délai de paiement, de combler un trou dans le budget,
mais il peut être perdu à cause d'une simple rumeur. Ainsi, le privé devient public. Le choix amoureux d'adultes affecte les cruches mises en gage et les meules de foin qui sèchent. Le mythe raconte la courtoisie et les rencontres secrètes. Le document répond par des lignes de dépenses pour les avocats, des listes de témoins et une écriture soignée sur ceux qui ont accepté d'être garants et ceux qui, lassés des risques, se sont retirés. Les lettres ne contiennent pas de rhétorique pour la rhétorique. Elles expriment une préoccupation froide pour les vivants. Il y est question de voyage pour consulter des praticiens urbains, de plaintes contre les brigands de grand chemin, de demandes à la famille d'envoyer du tissu et de l'argent sous scellé afin d'être prêt pour la prochaine audience. Et il y a une menace silencieuse que tout le monde comprend sans mots. Si les rumeurs de désordre parviennent aux oreilles de voisins influents, celui qui rêve d'une terre étrangère présentera une requête et obtiendra un soutien, non par romantisme, mais par calcul. Le premier revirement préparé commence à naître ici même. L'honneur et la réputation cessent d'être des mots et deviennent des lettres dans les reconnaissances de dettes. Lorsqu'un intendant adulte est soupçonné d'avoir une influence trop grande sur la maison, il ne s'agit pas de jalousie domestique, mais d'une possible perte de contrôle sur la chaîne des paiements. Pour le tribunal, ce qui importe, ce n'est pas ce qui se dit dans la cuisine, mais ce qui peut être confirmé par des témoins et des sceaux. Le deuxième tournant se profile dans les lettres envoyées depuis la ville. Les commerçants, apprenant la confusion familiale, commencent à réduire le crédit, non par méchanceté, mais parce qu'ils craignent les impayés. Dans ces lignes, l'amour apparaît comme un risque qui ne peut être assuré que par de nouvelles signatures. Le troisième rebondissement se profile dans les documents eux-mêmes. Plus la famille est obligée d'écrire d'explications, plus son dossier s'épaissit, et plus il est facile pour un étranger sur le marché de se référer à des affaires qui traînent depuis longtemps pour faire baisser le prix de l'honneur. Il n'y a ici ni naturalisme ni exécutions exemplaires. Il y a des adultes qui traînent péniblement leur maison à travers une saison de disputes. Il y a une lettre dans laquelle la maîtresse de maison énumère les prix du grain et du tissu et demande de ne pas oublier la clé chez le magasinier. Il y a une note dans laquelle l'avocat rappelle les délais, non pas pour faire de la prose, mais parce que tout retard signifie une défaite sans possibilité d'appel. Et il y a une sombre certitude qui transparaît dans toute la correspondance. La vie intime de la famille devient publique devant le tribunal municipal, car le mariage est une question de droit, la terre est une question d'impôt, et la réputation est une question d'accès à l'argent, sans lequel aucun amour ne peut survivre entre l'automne et les semailles. Plus loin, nous verrons comment les rumeurs se transforment en paris, comment les parents adultes tentent de maintenir le cap en réécrivant les conditions du mariage dans le langage des statuts, et comment, à la place des honneurs chevaleresques, c'est une comptabilité silencieuse qui entre en scène. C'est là que réside la vérité troublante de la correspondance. Les décisions les plus personnelles changent le mouvement des cruches, des coffres et des seaux. Le mythe promet une chanson. Le document apporte la facture. Et cette facture est toujours rédigée à l'encre qui ne sèche pas en un jour. À l'automne, la correspondance s'épaissit, comme la fumée au-dessus des séchoirs, et il devient évident que la ligne matrimoniale n'est pas une couronne sur la porte, mais un itinéraire d'argent, de personnes et de sceaux. Dans les lettres, la fille adulte est désignée avec douceur par sa maison et sa dot. On lui choisit un mari, non pas en fonction de ballades, mais en comparant les rentes, les dettes et les futures créances. À la rente s'ajoutent les noms des garants, à la créance s'ajoute le risque d'un voisin puissant qui n'attend qu'une erreur de la part d'autrui pour se lancer dans une révision des frontières. Tandis que les boutiques de Norwich ferment leurs volets et que la route vers Londres s'enlise dans la boue, les coffres des Pastons regorgent d'engagements. Une partie sous forme de marque en garantie de la future récolte, une partie sous forme de tissu obtenu à crédit auprès des marchands, une partie
sous forme de promesses de la part des cousins adultes, s'ils parviennent à empêcher leurs gens de tenir des propos inutiles au marché. Dans ce réseau, le mariage est le nœud principal. S'il est solidement noué, la maison survivra à n'importe quel hiver. S'il se défait, les loups du tribunal et les rats des rumeurs s'engouffreront dans la brèche. Les lettres respirent le droit. L'accord matrimonial est formulé comme suit: consentement des parties adultes, clause relative à la dot, attestation des témoins, recours au tribunal ecclésiastique en cas de litige, protection des terres par des féoféèves sur la foi, afin qu'un coup extérieur ne détruise pas les biens comme un chien errant détruit une gamelle. Dans les marges, on note en petits caractères qui doit se présenter et quand, quel nom mettre en tant que garant, quelle somme laisser en ville pour les frais si la réunion se prolonge. Viennent ensuite une série de craintes pratiques. Une maladie dans la maison peut empêcher la comparution, barrer la route vers le chancelier, priver la famille de la possibilité de présenter le document et les témoins. Dans ce cas, le document est renforcé à l'avance. Les garants signent non par amour des romans, mais par respect pour leur réputation, qui a encore de la valeur. Le plus dangereux est le facteur humain, appelé cœur dans les mythes et risque dans la correspondance. Dans les maisons de ce niveau, il y a toujours des adultes dont dépendent les clés, les coffres, la collecte des loyers. Leur confiance est la colonne vertébrale de la famille. Lorsqu'une telle épaule se retrouve impliquée dans un mariage qui ne respecte pas les règles, les amis d'affaires commencent à se poser des questions. Qu'adviendra-t-il des clés, des sceaux, des délais? Dans les lettres des passe-temps, cette inquiétude se développe, passant de notes succinctes à des paragraphes denses. Les parents s'écrivent au sujet du remboursement des dettes, de l'attachement peut-être inopportun d'une femme adulte à un homme de rang inférieur, de la manière de conserver la faveur des donateurs sans rompre le lien, là où le canon reconnaît la force du consentement mutuel. Tout le monde comprend à haute voix. La loi ecclésiastique met les adultes sur un pied d'égalité devant le vœu, mais le marché ne met personne sur un pied d'égalité. Si la famille ne maintient pas le rythme, le commerçant de Londres augmentera le prix du crédit et le juge local sera plus attentif à la plainte du riche voisin. Le cycle saisonnier s'immisce brutalement. La fièvre dans les faubourgs, le froid humide qui ronge les blessures sous les chemises, l'odeur de brûlé dans les boutiques où l'on réchauffe l'encre pour qu'elle ne gèle pas, tout cela est décrit dans des liasses de lettres sans fioriture. La route vers Londres n'est pas une ligne sur une carte, mais une succession de nuitées chez des étrangers, où la parole du chef du village peut valoir au moins autant qu'un morceau de pain. Là, les messagers adultes se transmettent des paquets de main à main, protègent les colis de la pluie pendant la nuit et négocient avec les passeurs pendant la journée. Un seul retard, et la réunion du consistoire est reportée d'1 mois. Un nouveau scandale éclate. Le commerçant demande une caution supplémentaire, et dans le village, 2 hommes adultes décident qu'ils peuvent retarder le paiement de la dîme. De toute façon, les propriétaires sont occupés à des affaires de femmes. C'est ainsi que le romantisme se transforme en trou dans le coffre. Dans ce contexte, le mariage apparaît vraiment comme une entreprise dangereuse. Les lettres laissent transparaître un courage froid. Si les adultes dont les noms figurent sur les sceaux acceptent de reconnaître l'union, la dot pourra être transmise par l'intermédiaire des féoféèves, laissant à la mariée le droit à une pension alimentaire future et à la maison le droit d'être gérée. Dans le cas contraire, la maison se retrouvera avec un vide à la place du cœur et un trou dans la comptabilité. La mère, qui s'occupe de l'économie domestique, écrit à propos des clés et des dépenses. Les adultes de la cour notent combien de jours ils ont gardé la porte et pourquoi il a fallu dépenser plus pour le sel et le vinaigre. Les avocats calculent les poursuites judiciaires s'il faut prouver la validité du consentement devant le tribunal ecclésiastique. Toutes ces lignes expriment la même idée. L'amour d'un adulte ne dépasse pas les limites du droit, il vit en elle, et si, à ce moment-là, on rompt le fil,
ce ne sont pas seulement 2 personnes qui perdront, mais toute la lignée. C'est là que commence la partie difficile. La réputation de la famille, déjà grevée d'obligations successorales et de parts dans le testament d'autrui, devient l'objet de la convoitise de personnes influentes. Le voisin a une longue mémoire des conflits d'autrui, le marchand a une mémoire courte mais précise des dates de non-paiement. Les pasteurs sont obligés d'envoyer des explications à la ville, qui a juré, comment il a juré, devant qui, comment le consentement des adultes est consigné sur papier. Ces explications prennent place dans les mêmes coffres où tout le reste est conservé. Baux, testament, caution. La maison se transforme en archive de sa propre vulnérabilité. Quiconque aura accès à la transcription pourra dire que les affaires dans cette maison ne vont pas bien, et cela suffira pour réduire le crédit. Ainsi, la rumeur touche la paroi bancaire, et de ce contact, toute une série de cruches se fissure. À un moment donné, le nœud humain dont tout le monde se détournait devient juridique. Les parties adultes, dont les noms apparaissent dans les lettres, manifestent leur volonté. Du point de vue de l'Église, cela suffit pour que l'union soit valide. La logique familiale s'y oppose, car derrière chaque nom se cache une série de dépenses, derrière chaque ligne se cache une main étrangère qui maintient le sceau de la maison sur terre. 2 vérités s'affrontent, le canon et l'économie. Dans les lettres, cela se traduit par un grincement. Un fil tire vers la reconnaissance sans condition, l'autre vers le maintien du contrôle. L'expérience du siècle nous enseigne que rompre l'un des fils revient à priver la maison de son souffle. On réécrit alors les contrats, on en supprime tout ce qui pourrait ressembler à un défi lancé au marché, on ne laisse que le nécessaire et le suffisant. L'honneur personnel des adultes est reconnu au niveau du rituel, l'honneur économique de la maison est consolidé par les féoféèves et les clés. Mais le marché ne se tait pas. Les relations londoniennes, qui ont fourni du tissu à crédit pendant des années, exigent un signe public de stabilité. En réponse, les cours intérieures remportent de petites victoires. Personne n'a vendu son argenterie avant les fêtes, tout le stock de lin n'a pas été mis en gage avant l'hiver, on n'a pas économisé sur les frais médicaux. Ces petites phrases fonctionnent mieux que les cris. Grâce à elles, on voit que la maison ne s'effondre pas, que les adultes, malgré leurs décisions personnelles, continuent à gérer leur exploitation. Alors, le premier revirement préparé, la transformation de l'honneur en ligne de reconnaissance, se poursuit. Les gens comprennent que l'honneur ne se mesure pas en mots sur la place publique, mais en nombre de semaines pendant lesquelles la maison n'a pas manqué à ses paiements. Dans la correspondance, cet effet est sec mais tangible. Le commerçant laisse poliment l'ancien délai, le chef du village cesse de retarder le paiement de la dîme, et en ville, une nouvelle réunion est fixée, non pas dans 6 mois, mais dans une saison. D'autre part, des rumeurs circulent, vendues comme un divertissement. Leurs auteurs imaginent une histoire brûlante, car une telle histoire se vend mieux que le travail et le froid. Mais les lettres sont accompagnées de cahiers de dépenses pour les avocats et de notes sur le coût de chaque voyage, le recalcul des frontières, la convocation des témoins. Dans cette arithmétique, il n'y a pas de place pour le spectacle. Il y a la peur de manquer le délai et de perdre son droit, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le voyage, ou parce que le chef de village au gué a retenu le messager à cause d'une querelle étrangère. Dans ce monde, la passion d'autrui n'est pas une faute morale, mais une opération financière qui a des conséquences. Soit on l'accepte en l'intégrant dans un document, soit on se retrouve dans une crise de confiance à long terme. Le troisième revirement préparé, à savoir l'épaississement du dossier à tel point qu'il pourrait écraser la maison sous son poids, est en partie neutralisé par le fait que les feuilles commencent à s'empiler en faveur de la famille. Dans toute cette confusion, c'est elle qui paie le pain, garde les clés et empêche les biens de se disperser. Le plus sombre dans ce tableau, c'est sa normalité. Les feuilles de passe-temps ne montrent pas un scandale unique, mais une routine
où chaque geste d'un adulte se reflète dans le droit et l'économie. Dans de telles conditions, l'intimité, c'est l'ordre d'accès au coffre, l'ordre des signatures, la discipline du silence. La famille le sait, si le secret est divulgué au marché, demain, le voisin se présentera à la porte avec une requête toute prête et un air amical. C'est pourquoi les lettres enseignent non pas l'économie des sentiments, mais celle des mots. Moins il y a de mots qui sortent, plus il y a de chances que le tribunal entende les papiers plutôt que le bruit. Et ce sont précisément les papiers, et non les chants, qui réécrivent le destin du mariage. Ils lui donnent un statut sans surnom, une valeur sans humiliation, une place dans le sommaire, à côté de la rente, de la dîme, de l'héritage, de l'éducation des plus jeunes. À la fin de cette partie, on voit clairement comment la maison, après avoir survécu à la première tempête, choisit une stratégie de survie. Au lieu de réconciliations spectaculaires, on trouve des accords discrets sur l'ordre à respecter. Au lieu de signes sur les portes, on trouve des notes correctes dans les livres, où les droits des adultes sont stipulés et les intérêts de la famille protégés. Au lieu d'une purge publique, des mesures disciplinaires secrètes concernant les coffres et les clés. L'amour ne disparaît pas. Il se transforme en un article auquel on ajoute le mot « exécuté ». Le mythe perd de sa valeur, non pas parce que le sentiment est un mensonge, mais parce que l'économie exige une forme. Le document donne cette forme, et de celle-ci, comme d'un bandage serré, le sang coule dans la maison, lentement mais régulièrement. Il y aura encore des procès, il y aura encore des gens qui se soulèveront, qui ont le cœur à la fête. Mais si les liasses de lettres continuent à s'empiler dans cette mathématique ennuyeuse et rigide, la maison survivra. Et cela, au XVe siècle, signifiait plus que n'importe quel roman. Le toit ne s'effondre pas sous le poids d'un récit étranger quand sa poutre est faite de droit. En hiver, les convois sont retardés au gué et les rumeurs de troubles domestiques refont surface sur le marché. Les papiers répondent comme ils le peuvent, on vérifie à nouveau les reçus dans les coffres, on ajoute de nouvelles annotations sur les témoins dans les marges, on ajoute un autre adulte aux anciens Féophéia, afin que le château sur terre ne repose pas uniquement sur la confiance d'un seul homme. Le temps froid rend visibles les points faibles que l'on oublie en été. Un piquet cassé sur la ligne de démarcation, une feuille manquante dans le dossier de reconnaissance de dette, une somme non réglée pour le travail d'un avocat, des délais de paiement de rente non respectés. Dans les lettres, cela ressemble à une inquiétude silencieuse. Ne pas laisser les renards étrangers se faufiler entre les actes. Là où le mythe aime le drame, le document aime la concision. Au dossier matrimonial s'ajoute un registre des dettes où, à côté des noms des adultes, figurent non pas des serments retentissants, mais des gages froids. Chaque nouvelle inscription protège non pas les sentiments, mais la capacité de la famille à survivre jusqu'au printemps. La pression de la réputation frappe de manière ponctuelle. En milieu urbain, le mot « désordre » se vend facilement, sous lequel on peut cacher n'importe quelle erreur économique. Le commerçant, entendant parler du bruit, se souvient soudainement du retard de paiement qu'il a subi auparavant et exige le paiement immédiat d'au moins une partie. En réponse, une liasse de lettres sobres quitte la maison. Liste des paiements effectués, nom des témoins, mention du report de l'audience pour cause de maladie des participants adultes, accord sur une nouvelle date de comparution et cautionnement des cousins, certifié par des sceaux. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est de la chirurgie de la confiance. Avec chaque paquet de ce type, la maison retrouve un jour de tranquillité supplémentaire. Le marchand, qui a reçu un signe de vie sous la forme d'une ligne soignée, range son couteau. Le voisin, qui avait envie de porter plainte au sujet de la frontière, se calme. Il n'a pas le luxe d'attendre éternellement, et le papier ne crie pas fort, mais il est tenace. Sur fond de difficultés économiques, une autre ligne se dessine dans la correspondance. La lutte contre le spectacle. La gloire facile sur le marché aime les histoires sur la prétendue audace
des femmes adultes qui dépassent les attentes. On croit à ces histoires non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont pratiques comme moyen de pression sur le portefeuille. La réponse de la famille est formulée de manière laconique. Sur le plan religieux, la volonté des adultes est reconnue. Sur le plan économique, la maison est assurée par des féoféèves. Sur le plan social, l'accès aux coffres et aux clés est fermé au commérage. La combinaison matrimoniale s'inscrit dans un algorithme où l'intimité est un droit d'usage et le sentiment un article de l'acte. Là où la foule attend le pilori, les lettres mentionnent des mesures disciplinaires secrètes, pas de procession, mais une suspension temporaire des clés, pas de stigmatisation, mais un enregistrement, pas de signal à la foule, mais une inscription pour le tribunal. En fin de compte, le marché est privé de spectacle et la maison du risque de se transformer en divertissement. Le paysage juridique n'est pas en reste non plus. Dans les bureaux municipaux, on observe une tendance croissante à privilégier la forme écrite. Une simple clause orale devant témoin ne suffit plus, des confirmations répétées sont exigées. Dans la correspondance, cela se traduit par un doublement des garanties. Au contrat de mariage, s'ajoute un mémorandum séparé sur l'ordre de la dot, auquel s'ajoute une petite note sur l'interdiction d'aliéner les biens des coffres sans la présence d'adultes, et à cette note s'ajoutent les noms de ceux qui ont le droit d'ouvrir le grenier en l'absence des propriétaires. La ferme se transforme en un mécanisme où chaque roue est fixée par une goupille en papier. Cela agace les amateurs de simplicité, mais permet de maintenir la maison à flot. Dans les villages, on raconte que la famille se cache derrière du papier. En réponse, on sort du coffre le livre de compte de la petite maison. Le lin, le vinaigre et l'eau distribuée parlent mieux que les inventions. Parallèlement, il y a une série d'obligations envers les personnes qui travaillent dur. Garder les travailleurs adultes à proximité signifie préserver sa réputation. Les lettres mentionnent des choses ennuyeuses, mais d'une importance vitale, l'ajustement des rations, afin que personne ne souffre de la faim pendant la semaine. L'enregistrement du remplacement des chaussures, afin de ne pas perdre de main dans la boue, une note indiquant que la rotation aux portes a réduit les bagarres nocturnes, une mention indiquant que pour avoir parlé au marché, le concierge se voit retirer l'accès à la caisse pendant une durée déterminée par la maison. Tout cela ne se vend pas comme un roman, mais cela montre la force de la ligne. Une personne qui sait qu'elle aura du travail et du pain demain sera moins encline à prendre parti dans une dispute de rue. Et c'est précisément ce qui freine les ambitions politiques des autres. Il est inutile d'attaquer une maison où la discipline interne est consignée par écrit. Au cours d'un des mois d'hiver, la correspondance laisse transparaître une voix particulièrement aigre de la ville. Elle propose une réconciliation sur la place publique sous la forme d'une pacification publique, ce qui implique une procédure théâtrale au nom de la tranquillité générale. À cela répond, dans tous les sens du terme, un dossier glacial, la liste des dons de l'année, la liste des personnes que la maison n'a pas abandonnées à l'hôpital, le calcul du coût d'une seule ruée de la foule sur la place par rapport à la réparation du toit, la réserve que les rituels publics font grimper le prix du crédit, et les mesures fermées, au contraire. Le compte n'est pas fait pour la beauté, mais pour la survie. Les marchés ont la mémoire courte, les livres ont la mémoire longue. Tout le monde le sait, qui a déjà fait la queue chez un avocat. Les angles les plus aigus restent dans la partie intime, qui est désormais entièrement juridique. La femme adulte, pour laquelle tout le nœud est noué, n'est pas un objet d'éducation, mais un sujet de droit. Sur le plan ecclésiastique, son consentement équivaut à celui de son partenaire. Sur le plan économique, ces déplacements ont une incidence sur la situation des coffres et des clés. Sur le plan familial, son choix modifie les routes des crédits. Dans les lettres, cela est formulé sans pathos, le contenu est convenu, le droit au bien est fixé, lié par une corde d'obligations mutuelles.
Lorsque les adversaires tentent de la transformer en partie du problème, les documents la replacent au centre en tant que partie de la solution. Ce n'est pas une victoire romantique, c'est le sauvetage de la maison de la division. En conséquence, le mythe selon lequel l'honneur familial appartient à la foule s'effrite. La maison se convainc que l'honneur, c'est le travail au service des obligations et le silence derrière des portes closes, et non les applaudissements des autres. Une douleur sourde apparaît dans la correspondance. La saison des procès épuise les adultes. L'encre sent comme de l'encens pour les épuiser. Les routes enlèvent la peau des talons des gens, et le temps des enfants, qui ne sont pas décrits, car il s'agit d'adultes, mais qui sont considérés comme une dépense supplémentaire au coin du feu. Parfois, les lettres arrivent en retard, et alors le greffe reporte froidement la séance. Parfois, le témoin est intercepté et longuement persuadé de se taire pour le bien de tous. Parfois, la fatigue fait commettre des erreurs dans la formule et il faut réécrire la lettre. Chaque cas de ce genre est un risque. Pour y faire face, la maison apprend à respirer comme un atelier, de manière régulière et sans inspirer pour le public. Là où l'on comptait sur un discours brillant, on compte désormais sur la vérité tactile, l'empreinte, la clé, la corde. Cependant, les craintes ne disparaissent pas complètement. Un mois, une nouvelle revendication sur une partie du territoire, que l'on croyait solidement protégée, arrive du nord. Derrière elle se profile un motif familier. Les rumeurs de désordre rendent la propriété vulnérable. La famille déploie son vieil arsenal, elle confirme par écrit les frontières, convoque les témoins des anciennes inspections, vérifie les registres paroissiaux, classe les anciens actes. Une couche de parchemin se forme sur la table, sèche, claquante comme de la glace. L'adversaire, qui rêvait d'avancer rapidement, est contraint soit d'engager des personnes coûteuses, soit de se replier sur les intrigues. Et là encore, l'ennui vient à la rescousse. Lorsque la liste des dépenses dépasse le bénéfice probable tiré d'un lopin de terre, même celui qui aime profiter de la faiblesse d'autrui se refroidit. Ce n'est pas la morale qui enseigne cette économie, mais l'encre. Pendant ce temps, le travail se poursuit dans la maison, sans faire l'objet de légendes. On écrit sur les achats individuels en cas d'enneigement des routes, sur les réserves de vinaigre pour l'hôpital, sur la réparation des barrages grâce au loyer, sur la répartition de la laine entre les cours. Au sein de cette quotidienneté visqueuse, la partie consacrée au mariage cesse de faire tache. Elle devient l'un des articles, important, mais pas dévorant tout. En ce sens, l'intimité, comme la comptabilité familiale, trouve sa forme définitive. Elle n'a plus besoin d'espace dans les rumeurs, car elle a pris place sur une étagère dans un coffre. À côté, se trouvent les objets dont dépend la survie en hiver. Cela signifie que le sentiment est intégré dans la machine de survie, et non dans la chaleur d'une fantaisie étrangère. Et pourtant, le cycle exige un dénouement. Trop de confiance a été investie pour tirer indéfiniment sur ce fil. Les deux camps, qui se sont relayés pour souffler sur la vitre, comprennent déjà le prix de la fatigue. La volonté politique dans la ville penche vers un accord pour la paix. La famille, habituée à écrire, formule ses conditions, reconnaissance de la réalité de l'union des adultes, fixation de l'ordre de la dot, confirmation des droits sur les biens essentiels et les terres par le biais des féoféèves, réorganisation du calendrier des paiements afin de ne pas sombrer dans le gouffre au printemps. Les opposants, qui rêvaient d'un spectacle, insistent pour que la foule reçoive un signe. La maison propose à la place d'un signe un chiffre écrit en lettres, délai, montant, reçu, cachet. La foule bâille, mais le tribunal écoute. C'est là le couloir qui permet de sortir de l'étroitesse pour parvenir à une décision. Il reste encore à survivre aux dernières rumeurs et aux dernières tentatives de transformer la fatigue en capital politique, mais la colonne vertébrale est déjà reconstruite. Une année de papier a donné au monde un nouveau muscle.
Vient ensuite la raison d'être de la lettre. Un compromis qui ne ressemble pas à une chanson, mais qui permet de survivre jusqu'à la fin. Il sera sale, rugueux, sans enthousiasme. Mais il permettra de s'en sortir avec la tête et la maison. La plaque finale vers laquelle mène ce couloir n'est pas une question de duel ou de gloire. Elle concerne la manière dont des adultes, pesant dans leurs mains la clé et la plume, ont réussi à faire en sorte que l'amour ne déchire pas les coffres, mais y entre, comme il se doit pour toute chose pour laquelle ils veulent vivre un printemps de plus. Au printemps, le couloir arbitral devient réalité. La mairie propose de lier le plan ecclésiastique et le plan économique en un seul nœud, afin de ne pas perdre les gens et le grain dans les nouvelles saisons de rumeurs. La maison accepte non par amour pour la paix, mais par crainte d'un coffre vide. Le projet est couché sur le parchemin et chaque bloc se voit attribuer son propre support adulte. La volonté des parties est consignée sous forme ecclésiastique. La dot est transférée par l'intermédiaire de dépositaires de confiance avec une clause d'inviolabilité d'une partie des biens. Les clés et l'accès au grenier sont répartis par nom, de manière à ce qu'aucune paire de mains n'ait le contrôle total. Le calendrier des paiements est divisé en échéances, chacune laissant un espace pour la signature d'un témoin. Ces lignes austères renferment le contenu du monde intime, le droit d'usage, le droit à l'entretien, le droit au silence. À ceux qui sont venus pour le spectacle, on propose un chiffre écrit en lettres et un cachet à la place d'une place. Ceux qui ont fait commerce de la honte n'ont plus que des chuchotements au marché, mais les chuchotements ne paient pas les avocats. Dans les marges des feuilles, où l'on trouve habituellement des décorations, on trouve désormais des mesures de précaution. Suspension temporaire des clés, obligation de signaler chaque distribution de tissu, obligation de restituer les objets en cas de violation de l'ordre. La tristesse de ce monde réside dans le fait qu'il ne fonctionne qu'à distance et tolère les faiblesses des autres comme un fait biologique et non comme un motif de colère. Le jour où les paquets sont échangés, on ne célèbre pas dans la maison, mais on pousse un soupir de soulagement. Les malades sont là, les poils brûlent, les chevaux sont sains et saufs, les témoins sont vivants, la route est praticable. Les adversaires, qui s'attendaient à une forte tension, se heurtent à la matière visqueuse des procédures, où chaque effort coûte si cher qu'il est moins coûteux de baisser les bras. Le mythe tente encore d'imposer aux villes l'idée d'un nettoyage public, mais l'administration, habituée à compter jusqu'à la dernière lampe, répond par une série de dépenses hospitalières et une liste de dons, et la place est à court d'arguments. La force de la décision réside dans sa modestie. Le compromis ne flatte pas les gens, mais il permet de garder un toit au-dessus de la tête de ceux qui dépendent d'eux. Une nouvelle rythmique apparaît dans les lettres. Au lieu de paragraphes agités sur les rumeurs, on trouve des messages monosyllabiques sur les points réalisés, au lieu de longues explications, de brèves notes sur les confirmations reçues. Dans cette intonation, on entend que la maison a choisi non pas la justice, mais la durée, non pas l'éclat, mais la solvabilité. Et le silence tant attendu qui suit l'échange des sceaux ressemble à une salle vide après une foire. Pas d'applaudissements, pas de huées, mais le sol est propre, et sur un sol propre, on peut transporter le pain jusqu'au cellier. Au bout de quelques semaines, le crédit cesse de vaciller. Les boutiques sont à nouveau prêtes à vendre du tissu à crédit, aux conditions antérieures, les villages cessent de retenir les redevances, la ville fait comprendre que les limites confirmées par des témoins et une ancienne copie du registre paroissial sont jugées suffisantes pour garantir la tranquillité. À l'intérieur de la maison, une redistribution silencieuse du pouvoir apparaît, ce qui était l'objectif invisible de toute cette correspondance laborieuse. La femme adulte, autour de laquelle tournaient les calculs des autres, obtient une pension formalisée, le droit de signer une partie de l'inventaire domestique et un accès réglementé aux biens. Ce n'est pas une couronne romantique,
c'est un trousseau de clés sur un anneau. L'intimité devient non pas un secret, mais une section dans un livre, à côté de laquelle se trouvent des mots sur le lin, l'eau, le vinaigre et le sel. À la fin du chemin, le mythe cède du terrain. Là où il promettait des duels et des incendies purificateurs, se trouve une clause judiciaire sur l'inadmissibilité des rituels publics et une indication de résoudre les dysfonctionnements internes par des mesures disciplinaires fermées. Le document l'emporte non pas parce qu'il est plus beau, mais parce qu'il résiste à l'hiver. La correspondance se dissout dans la routine. Il y a des rapports sur la réparation des barrages, le remplacement des chaussures à la porte, le changement des rotations dans la cour, les lits d'hôpital pour les personnes âgées, l'achat de bougies pour les longs services. Avec le temps, tous les protagonistes de cette histoire comprennent la simple science du XVe siècle. Les décisions amoureuses des adultes ne deviennent durables que lorsqu'elles sont soumises au droit et à la comptabilité. Et si cette science a un prix, elle n'est pas payée par des applaudissements, mais par des lignes mortellement ennuyeuses qui sauvent les vivants. La fin n'est pas brillante, mais claire. La maison est restée une maison, le silence vaut mieux que la gloire, l'honneur se mesure aux engagements tenus et non aux serments bruyants. Les lettres sont fermées, les coffrets sont à leur place, les clés sont accrochées là où elles doivent être accrochées, et le printemps arrive comme la preuve que la vie peut être préservée sans place publique.